Français parlent aux Français. Bonjour à tous, bienvenue sur Franck Info, l'actualité vue par Franck Muller. Nous sommes mercredi 28 septembre. Il commence à faire humide et assez frisquet et je plains les gens qui avaient déjà des difficultés les années précédentes à payer leurs notes de chauffage et qui là vont être encore plus handicapés du porte-monnaie pour assurer le minimum de chauffage, de dépenses d'énergie dure. Bon, je ferme cette parenthèse, j'en ouvre une autre vite fait. Effectivement, Macron était il y a une dizaine de jours à l'ONU, il nous a fait un discours plat comme d'habitude. Je veux dire, on avait l'impression qu'il avait été dicté par Biden et devant une salle de l'ONU complètement vide, pratiquement. Je pense qu'il y avait à peu près 20% des sièges qui étaient occupés, et encore, je suis gentil. Ça montre la parole de la France à l'étranger. Voilà, bon. C'est même pas la peine de perdre du temps à parler de ces futiles bavardages de Macron qui passe son temps à dire tout et son contraire. J'en ai la preuve encore avec les retraites. J'y reviendrai certainement à la vidéo prochaine. Vous savez, l'Europe, au départ, on avait compris que la vocation de l'Union européenne était de nous apporter l'abondance, et non la pénurie. Notre politique russophobe vient de retourner les termes du contrat. Nous abandonnons progressivement notre souveraineté pour vivre moins bien plutôt que mieux. Donc Ursula von der Leyen s'était rendue pour la 3e fois en Ukraine, je crois, depuis le début du conflit, commencé malheureusement en février 2022. Et ça a été à l'occasion de faire une interview par rapport au journal allemand Bild, qui est lui farouchement pro-guerre contre la Russie. Donc, vous apercevez que Ursula von der Leyen dit non à la paix, elle veut la guerre. L'Europe, ce n'est pas la paix. Mais non, l'Europe, ce n'est pas la paix. L'Europe, c'est l'épée. Voilà la réalité. La présidente de la Commission européenne avait juste tenu un discours sur l'état de l'Union, et je crois que c'était à Bruxelles, le matin, et l'après-midi, elle était à Kiev. Tout le discours portait sur l'Ukraine et sur les défaites russes. Je vais citer quelques mots, et vous vous apercevez que, théoriquement, des instances comme ça, européennes, sont là pour apaiser, pour essayer de trouver un accord entre les deux parties. Eh bien non, nous, on est carrément arc-boutés derrière l'Ukraine en disant « vas-y, voilà ». Donc, je vais citer quelques phrases. Elle nous dit « Il s'agit d'une guerre contre notre sécurité énergétique, contre notre économie, contre nos valeurs et contre notre avenir, une guerre de l'autocratie contre la démocratie. » Mais voyons, c'est nous qui ne voulons plus acheter du gaz russe, sinon les Russes, ils sont d'accord pour nous en vendre, mais à condition qu'on les paye dans la monnaie qu'ils veulent. Et si on les paye en euros ou en dollars, on leur bloque l'argent sur leur compte. Donc quelque part, on se met quand même... moi je veux bien vendre, mais si l'argent on ne me le donne pas... Bon. Elle dit, c'est Ursula, et je me tiens ici devant vous, animé de la conviction que grâce à notre courage, à notre solidarité, Poutine échouera et l'Europe vaincra. Je veux que ça soit clair, les sanctions ne sont pas prêtes d'être levées, l'heure est à la détermination, pas à l'apaisement. Il en va de même pour notre soutien financier à l'Ukraine, écoutez bien. À ce jour, l'équipe Europe a fourni plus de 19 milliards d'euros d'aide financière. Votre argent, mon argent. Et c'est sans compter notre appui militaire, nous serons là sur le long terme. Je veux donc que les habitants des Balkans occidentaux, de l'Ukraine, de la Moldavie, de la Géorgie le sachent. Vous faites partie de notre famille, votre avenir est au sein de notre union et notre union n'est pas complète sans vous. Nous avons également compris qu'il fallait tendre la main aux autres pays de l'Europe au-delà du processus d'adhésion. C'est pourquoi je soutiens l'appel en faveur d'une communauté politique européenne et nous présenterons nos idées au Conseil européen. Voilà. Donc la grande Europe qui va jusqu'aux frontières de la Russie et la destruction de la Russie d'ailleurs. Voilà. Donc c'est une séquence où on est en train de basculer dans la mise en place d'une coalition militaire contre la Russie avec l'Allemagne en première ligne, où l'Union européenne sert de levier.
Rappelez-vous, l'Allemagne a officiellement expliqué par l'intermédiaire de la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock qu'elle était prête à fournir plus d'armes, mais dans le cadre d'un projet commun. Le chancelier Olaf Scholz, on en avait parlé, a également réaffirmé le 16 septembre 2022 devant les dirigeants de l'armée allemande que l'Allemagne était de retour militairement à court terme. En tant que nation la plus peuplée de la plus grande puissance économique et située au centre du continent, notre armée doit intervenir, doit devenir le pilier de la défense conventionnelle en Europe, la force armée la mieux équipée d'Europe. Rappelez-vous, je crois qu'il prévoit d'investir 100 milliards en armement, pratiquement tout en armement américain, parce que l'Europe de la défense, c'est de la grosse rigolade. Donc ce que dit Ursula von der Leyen va en ce sens. Aucun retour en arrière n'est possible. Vladimir Poutine doit être jugé. La Russie doit perdre militairement. Il faut donner au régime ukrainien ce qu'il demande sur le plan militaire, notamment des tanks. Il faut financer le régime ukrainien pour lui éviter la faillite, soit 5 milliards d'euros par mois au moins. Voilà. Tout cela pour que les Américains puissent faire du business en Ukraine. Hein, on est d'accord ? Tout cela implique ni plus ni moins que le démantèlement de la Fédération de Russie, ce que prônent déjà ouvertement les pays baltes et la Pologne. Cela veut dire que l'Allemagne va jouer désormais un rôle central, unique dans l'Union européenne, en formant rapidement une grande armée, la plus grande armée d'Europe après la Russie. Et cela veut dire qu'il y a donc un bloc soudé germano-américain. La superpuissance américaine vient par ailleurs d'annoncer de nouvelles aides militaires d'un montant de 600 millions de dollars, portant le total à 15 milliards depuis février 2022. Vous voyez bien qu'on est dans une perspective militaire à visée impériale tout à fait claire. Donc on ne va pas s'étonner qu'il y ait une initiative russe, une sorte de repli à grande échelle pour 1,4% de la superficie d'Ukraine. Bon, voilà. Bon, Poutine nous a dit le 16 septembre 2022 que l'armée russe n'était pas pressée, que seuls les engagés étaient au front par ailleurs pour l'instant. Bon. Mais je m'aperçois qu'en fin de compte, qu'on ne va pas vers la guerre. On est déjà en plein dedans. On est littéralement dans un processus où l'affrontement militaire à grande échelle en Europe peut se poser à court et moyen terme. Tout à fait. Tout à fait. La France, par l'intermédiaire de l'OTAN, mais également des orientations de la société française dans son ensemble, de son président, de son gouvernement, va se retrouver impliqué bientôt à un niveau très important. Et puis, vous savez, on vous dit, Poutine c'est un dictateur, etc. Oui, c'est un régime qui est un petit peu particulier, mais bon, je rappellerai qu'en France, c'est pas la dictature, mais enfin, quand vous empêchez de sortir, qu'il fallait signer des autorisations, et que si vous étiez à 1100 mètres de votre domicile, on vous mettait une amende parce que vous aviez dépassé de 100 mètres. Donc c'était quand même quelque chose d'assez autoritaire. Bon, plus les piqûres obligatoires pour pouvoir circuler et aller travailler. Donc on refuse d'acheter du gaz, de l'énergie à Vladimir, mais quelque part on l'achète indirectement, puisqu'on achète des dérivés pétroliers à la Chine, à l'Inde, qui eux l'achètent à la Russie et qui nous le revendent avec une belle marge. Bon, bref. Mais je rappelle les accords avec l'Azerbaïdjan. Cet Azerbaïdjan qui continue, qui avait, je crois, bombardé dans la nuit du 12 au 13 septembre l'Arménie, mais quelque part, ils en profitent, car on ne parle que d'Ukraine et on ferme les yeux sur les agissements de l'Azerbaïdjan. Et Ursula von der Leyen fait affaire avec ce musulman qui attaque les premiers chrétiens d'Europe, qui attaque l'Arménie. Au total, Bakou va livrer 12 milliards de mètres cubes de gaz à l'Europe en 2022, soit un volume supérieur de 31% par rapport aux quantités fournies l'an dernier, selon la même source. Voilà, hein. Donc, la chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'était rendue en Azerbaïdjan pour convaincre Bakou, la capitale donc, de l'Azerbaïdjan, de livrer davantage de gaz à l'Europe pour chercher à réduire la dépendance au gaz russe dans le contexte, évidemment, de ce conflit en Ukraine. Voilà, hein. Donc, ils ont prévu de doubler les quantités, les volumes de gaz vendus à l'Europe par le régime azéri. Mais attendez, ce régime
L'Azerbaïdjan, État islamique et terroriste qui profite de la confusion en Ukraine pour poursuivre ses massacres et ses épurations en Arménie. Je vous rappellerai que les soldats qui venaient du djihad étaient payés, je crois, $100 la tête d'Arménien qu'ils pouvaient ramener. J'ai moi-même vu de mes yeux, vous en avez entendu parler à la télé, mais moi j'ai vu la vidéo non floutée d'une femme qui s'est retrouvée nue, les jambes coupées, le doigt coupé dans sa bouche et certainement abusée sexuellement. Voilà. Hein. Ces gens-là, on traite avec eux, parce qu'ils ont du gaz et du pétrole, hein, n'est-ce pas, comme on traite avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite. Hein. Mais là, on n'a pas de morale, vous voyez. On en a juste avec le régime de Poutine. C'est ça qui m'exaspère, vous voyez. On peut avoir des convictions, mais alors si on a des convictions, on les applique sur la totalité des États dits autocratiques, dits dictatures. Voilà ce que je veux dire. Hein. Donc, le régime azéri est en train de remettre en place une attaque d'envergure, mais vous n'en entendez pas parler, parce que le gaz, ça vaut plus que la vie des Arméniens. Les Arméniens, il n'y a pas de matière première, on n'en a rien à cirer, et on s'en fout. Voilà. Il faudrait quand même dire que nulle part au monde, on peut voir une femme élue par personne, totalement corrompue, on sait les accords avec Pfizer, Bill Gates, etc., qui ensuite est allée aux États-Unis, annoncé devant un drapeau américain qu'elle bloquera des politiques choisies par des peuples souverains, car Ursula von der Leyen menaçait à l'époque les Italiens, c'était il y a quelques jours, en cas d'un résultat opposé aux idéologies de l'Union européenne. Nous verrons les résultats des élections. Si les choses vont dans la mauvaise direction, nous avons des outils, comme dans le cas de la Pologne et de la Hongrie. Dictature. Donc, vous vous rendez compte que Ursula ose se permettre d'envisager des sanctions envers l'Italie. Elle est dans le cas où l'Italie aurait basculé à droite le week-end dernier. On l'a vu, ils ont basculé. Mais en vertu de quel mandat ? Faut-il le rappeler qu'elle n'a aucune légitimité à se mêler de la décision d'un peuple souverain. C'est parfaitement scandaleux. Et on ose vous parler de démocratie. Pour oser se permettre d'envisager des sanctions envers l'Italie, franchement. Nous allons voir, je vais vous passer une vidéo de Henri Guénaud, hein, ancien conseiller de Sarkozy, qui est quand même une figure du souverainisme. Allez, on va passer ça tout de suite. Allez, on y va. D'abord, Madame von der Leyen. Il va falloir le retenir, ce von der Leyen. Madame von der Leyen, c'est le visage de l'Europe maastrichtienne. On vient d'en fêter le 30e anniversaire, qui échoue de plus en plus et qui se réagit à ses échecs et à son naufrage par la fuite en avant permanente. Donc, toutes les crises sont bonnes pour augmenter les pouvoirs de l'Union européenne, sans d'ailleurs passer par les peuples, sans leur demander leur avis. Et on l'a vu avec le plan de relance pendant la crise de la pandémie, qui préparait en fait le fédéralisme budgétaire sans avoir aucune utilité économique. Mais ça continue, c'est-à-dire qu'elle est devenue, j'allais dire, un vrai danger pour l'Europe. Elle incarne tellement cette Europe de la fuite en avant qu'elle est devenue un danger. Elle a déclaré que faire un cessez-le-feu, c'était hors de question, qu'elle était totalement opposée à l'idée d'un cessez-le-feu en Ukraine. Maintenant, elle vient expliquer elle vient menacer en fait les électeurs italiens en leur expliquant que s'ils ne votent pas bien, eh bien l'Europe a des instruments pour les remettre dans le droit chemin. Bon, ça n'est pas acceptable. C'est même plus de l'ingérence, là. Elle est sortie complètement de son rôle, mais ce qui est le plus inacceptable dans cette affaire, c'est que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne la laissent faire, la laissent parler, la laissent agir, et franchement, ça devient, je trouve, là aussi très, très, très dangereux. Oui, vous avez vu. Voilà. Alors, on va y venir à cette bonne nouvelle en Italie. Néofascisme, post-fascisme, fascisme tout court. Franchement, c'est l'overdose. Hein. Ce lundi 26 septembre, hein, avant-hier, dans les médias français, fascisme, forcément fasciste. Giorgia Meloni est forcément fasciste, puisque italienne est étiquetée d'extrême droite. De la même façon que Vox en Espagne est forcément franquiste, que AfD est fortement nazi parce que allemande, et que le RN ou Reconquête sont forcément pétainistes, bien sûr.
enfin la date de lecture date un peu hein, de 80 ans, et la Giorgia Meloni est née en 1977. Hein, alors on vous rajoute un petit préfixe hein, pour donner une touche moderne, post-fasciste, bref. Voilà, on trouve dans la presse. Élection en Italie, le parti post-fasciste de Giorgia Meloni est en tête, c'était sur l'AFP. BFM TV, la candidate néo-fasciste revendique la victoire aux élections législatives italiennes. Voilà. Néo, post, mettez-vous autour d'une table et tranchez, c'est post-fasciste ou néo-fasciste, ou bref. On pourrait mettre parafasciste, périfasciste, cryptofasciste, enfin bref, rétrofasciste, métafasciste, enfin bon, on peut rajouter des tas de choses. Il y en a toutes les tailles, toutes les couleurs, mais c'est la grande braderie du fascisme. Mais bref. Sur le site de LCI, on a choisi de faire un peu plus original. Après la victoire de l'extrême droite aux législatives, que va-t-il désormais se passer en Italie ? Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Une invasion de sauterelles? Un torrent de grêle? Un tremblement de terre? Mais rien de tout cela. C'est la poursuite d'un processus électoral, on ne peut plus classique, avec une respiration démocratique permise par une union des droites qui est réprouvée par la morale en France. Voilà. Incroyable. Incroyable, cette avalanche au niveau des indignations concernant la nouvelle donne politique italienne, tous ces gens, tous ces milieux qui jacassent et qui s'interrogent sur les causes profondes de ce basculement. Ben, c'est simplement une révolte populaire contre notamment le chaos migratoire, le chaos sécuritaire, la paupérisation des classes moyennes ou défavorisées et le mépris des dirigeants politiques au pouvoir. Voilà. Comme en France. Où est le problème? C'est simple. C'est simple. Avant les élections, vous avez Madame Ursula, hein, qui nous disait « Nous avons les outils pour faire plier les Italiens », et ça renforçait encore ce réflexe. Ah ben moi, si on me dit ça, ah bon, j'ai pas le droit de voter pour l'italienne. Bon, comment elle s'appelle déjà? La Giorgia, la Meloni. Eh ben, je vais voter pour elle, hein, rien que pour emmerder Ursula. Bref. En France, la classe dirigeante dispose d'armes puissantes pour éviter un tel avènement. D'abord, ce système présidentiel, tant il est facile de manipuler l'opinion avec le matraquage autour du choix d'un gourou national dans une logique d'exaltation et de diabolisation. On a transformé le lepénisme en épouvantail hein, depuis 5 décennies. Et pour éviter justement toute possibilité de coalition médiatique, enfin de coalition, je veux dire, de coalition conservatrice, comme ça peut se passer au Royaume-Uni, en Pologne, en Hongrie, en Suède et en Italie, car c'est une coalition qui est dite de centre-droit, alors qui va du centre droit jusqu'à la droite conservatrice, et puis un petit peu, on va dire, j'aime pas ce terme d'extrême droite, je dirais une droite nationale et souveraine. Voilà, hein. Vous apercevez que l'Union européenne se disloque au fur et à mesure que sa classe dominante, politique, médiatique, judiciaire, administrative, aggrave son mépris des sentiments populaires et cherche à imposer un modèle bureaucratique, communautariste, post-démocratique et post-frontière. Et là, c'est justifié, c'est-à-dire qu'on supprime les frontières, on supprime la démocratie, toutes les décisions sont prises par Bruxelles, Strasbourg et Ursula. Hein, voilà. Mais la classe dominante de l'Union européenne s'enferme dans l'aveuglement, la dénégation. Après, ils vont dire il y a quelque chose qui ne va pas dans notre système en voie de décomposition. Ben oui, mais attendez, regardez. Chaque jour, des agressions, des centaines d'agressions couteau, des centaines de viols. Je reparlerai certainement prochainement de l'affaire de Nantes avec les Soudanais. Au départ, il ne fallait pas dire qu'ils étaient Soudanais, hein, qui ont violé une femme, qui l'ont tabassée, elle est couverte de bleu, etc. Et après, ils disent non, c'est faux, c'est pas vrai. Mais voilà, comment dire? Comment peut-on être si bête? Enfin bref, je vais vous passer une petite vidéo assez sympa
de la Meloni, comme disent les Italiens, où elle parle un petit peu de la France, et vous voyez qu'elle a des dents, un petit peu une dent, voire deux, contre Macron. Allez, on regarde ça. Vergogna. Il responsabile Emmanuel Macron sono quelli che hanno bombardato la Libia perché gli dava fastidio che l'Italia avesse un rapporto privilegiato in campo energetico con Gheddafi, esponendoci al caos migrazione nel quale ci troviamo. Vomitevole è chi, come la Francia, continua a sfruttare l'Africa stampando moneta per 14 nazioni africane sulle quali applica il signoraggio, facendo lavorare bambini nelle miniere, estraendo materie prime come accade in Niger, dove la Francia estrae il 30% dell'uranio che gli serve a far camminare le centrali nucleari e il 90% dei nigerini vive senza elettricità. Non ci venire a fare lezioni, Macron, perché l'Africa scappa da voi e la soluzione non è spostare gli africani in Europa, è liberare l'Africa da certi europei. Non accettiamo lezioni, chiaro? Voilà, hein, elle se débrouille, hein, on voit qu'elle a du mordant. Hein. Alors bon, l'alliance, c'est Berlusconi. Berlusconi, on sait, bon, il est assez soumis à l'Europe. Salvini, c'est un peu couché, il a participé au dernier gouvernement. Bon, alors on va voir si elle arrive à tenir ses troupes et un petit peu à coincer les deux mecs qui sont avec elle dans cette alliance, voilà. Mais on rappellera que cette droite populiste, ben, elle est élue démocratiquement. On rappellera que l'extrême droite, soi-disant, est arrivée en Suède démocratiquement. Orban en Hongrie se maintient en pouvoir relativement démocratiquement. Les 89 députés Rassemblement National ont gagné leur circonscription démocratiquement. Voilà, ça gagne de partout. Posez-vous les bonnes questions. Hein, eh ben, faut dire que la gauche a perdu toutes ses valeurs aussi. Hein. Donc elle n'est plus là pour défendre les classes populaires. Et puis bon, effectivement, il y a une abstention assez écrasante, mais ça n'atténue en rien la chose. Ce sont ceux qui se dérangent, qui ont raison. Et dans les élections, comme dans la vie, ce sont les absents qui ont toujours tort. Voilà. Hein. Ça gagne. Même, vous apercevez que même, il y a quand même, bon, on commence à quand même à lier l'immigration à l'insécurité. Il serait temps. Même Darmanin en parle. Voilà. Mais toutes ces gauches converties au social-libéralisme, les droites libérales, reprennent maintenant les thématiques soi-disant d'extrême droite pour rester dans la course. Blanquer nous parlait de l'islamo-gauchisme, Pécresse a osé parler du grand remplacement, Macron ose à peine, mais fait aussi dans le populisme quand il allait rendre visite à Raoul. Ciotti nous a expliqué qu'il voulait que la police tire à vue sur les méchants délinquants. Voilà. Alors évidemment, vous apercevez que vous avez la gauche, l'extrême gauche, qui nie toutes ces questions. La question centrale dans cette société, en voie d'effondrement écologique et social, eh ben on parle d'autre chose. On ne parle pas de l'école, de l'hôpital, des transports qui sont en voie de tiers-mondialisation. Et puis Macron veut faire passer la retraite à 65 ans, malgré une opposition massive de la population. Alors vous allez avoir plein d'indignations vertueuses, d'approximations politiques sur Madame Meloni qui vont fleurir. Hein. Vous savez, le problème c'est que l'indignation... le manque de précision, ça empêche toujours l'analyse. L'Italie n'est pas redevenue fasciste ni post-fasciste. Elle connaît le sort de toutes les sociétés européennes qui n'ont plus de gauche, on va dire de gauche marxiste, de vraie gauche laïque, anticapitaliste, et qui mènent une guerre de classe pour sauver les classes populaires, quelque part. Hein. Mais vous apercevez qu'on a...
NUPES, c'est faire la police du barbecue. Tout ça pour vous dire que le fait de manger de la viande, c'est quelque chose d'absolument viril. Et puis de la braguette, à chaque fois qu'il y a des attouchements, des propositions sexuelles, et de crier au scandale. Et puis parfois, ce sont ceux qui ont pendant des années crié au scandale qui se font agresser par la Sandrine Rousseau, qui veut déconstruire la société. Voilà. Enfin bon, bref. Je pense qu'il y a d'autres combats à mener. Il ne faut pas pousser non plus. Dans un premier temps, ce qui compte, c'est la sécurité des femmes. Hein. Le viol, les assassinats, etc., etc., les barbaries, je dirais des barbaries orientales, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref. Voilà, donc évidemment, je reviens sur ma dernière vidéo. Il y aura à peu près 50 morts en Iran. Ces femmes qui, elles, ne veulent plus de cette religion oppressante, plus de ce voile imposé par des vieillards machos. Et j'ai découvert une chanson, vous connaissez tous la chanson révolutionnaire Bella Ciao, qui avait été en tête des hit parades il y a 2-3 ans, facile. Et là, j'ai une version en persan. Je ne sais pas si on ne dit pas farsi d'ailleurs, la langue, enfin bref, en persan. Et cette vidéo, donc, qui reprend cette libération, cette révolution, mais par une Iranienne, et qui transpose ça dans la révolte de toutes ces femmes qui souffrent de l'oppression, c'est très beau, et ça fait, je crois, 50 millions de vues. Donc, je la rajoute pour terminer cette vidéo. Voilà. Merci en tous les cas, n'hésitez pas, partagez. Donc, je vous rappelle aussi une chose, c'est que je ne travaille plus avec Gilles pour diverses raisons. Donc, je fais tout moi-même. Pour ça, vous n'avez plus les incrustations et je ne peux plus envoyer par mail les vidéos. Donc, abonnez-vous sur YouTube et puis vous recevrez dans votre messagerie. Et vous pouvez très bien cliquer et partager la vidéo et la poster, prendre le lien, copier le lien, le mettre dans un mail et l'envoyer à un ami si vous le souhaitez, ou la partager sur vos pages Twitter ou Facebook. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bella ciao, avec beaucoup d'émotion. Merci. Au revoir. صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا خاک این گندم تو خیابونه خوشه خشم من و تو تشنه بارون حق ما کم نیست زانوی غم نیست قلب ما که دور از هم نیست دنیای تاره این یه آغازه پنجره تا رویا بازه از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها یا همه با هم یا همه تنها ما که بیدار